Salut tout le monde, bienvenue au Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine, nous avons un épisode que vous me demandez depuis très longtemps et que j'avais hâte de faire depuis très longtemps et je ne suis vraiment pas déçu du résultat parce que dans la première partie du podcast, on reçoit le champion TKO des 145 livres, Charles Jourdain, qui va affronter Jesse Ronson dans pas long, le 11 avril, au Centre Claude Robillard à Montréal, dans le cadre du TKO 47, le plus gros combat de l'histoire de TKO. On le répétera pas assez, ça va être absolument incroyable. Et puis, Charles vient nous parler de ça et de plein d'autres choses. C'est vraiment un bon petit gars, un petit Québécois que j'adore et puis que j'ai toujours bien du fun à parler avec. Charles, c'est pas mal le futur du MMA au Québec, peu importe s'il gagne ou il perd ce combat-là contre Jesse Ronson. Donc, je l'ai en entrevue en première partie du podcast. Ensuite, chronique les nouvelles du rap jeu avec moi-même. J'ai pas réussi à avoir les acolytes Zachary Powell et Adam Daichka pour cette semaine, mais c'est pas grave, je tenais vraiment à parler de Nipsey Hussle, donc je vous en parle pendant une bonne vingtaine de minutes. Je pense que c'est important d'avoir la discussion sur le genre d'homme que Nipsey était, puis lui rendre hommage de bonne façon, parce que ce qui est arrivé avec lui est vraiment tragique. Donc, deuxième portion du podcast, les nouvelles du rap jeu, Rest in Peace Nipsey Hussle. Et pour la troisième portion du podcast, je suis excité parce qu'on reçoit un combattant de l'UFC, un combattant qui sera en action le 4 mai prochain à Ottawa, va affronter Arjun Bhullar chez les poids lourds. C'est le gigantesque et très charismatique et très plaisant à parler avec Juan Adams. Il vient de Houston au Texas, il y a déjà un combat dans l'UFC, c'était une victoire par KO contre Chris De La Rocha. Il affronte Arjun Bhullar à Ottawa, puis on parle de ce combat-là avec lui, on parle de ses débuts dans l'UFC, on parle de ce qu'il aime faire en dehors du combat. C'est quelqu'un de très intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec Juan et j'ai hâte que vous voyez ça. Donc, bon podcast tout le monde. Yo, what's up tout le monde? On est là avec le champion TKO des 145 livres et ses nombreux visages différents. Charles Jourdain, comment ça va mon Charles? Attends, juste pour l'introduction, on va faire ce flash. Ça va bien, toi? T'es écœurant, les paparazzis sont dans la place pis tout, mon gars. Ça va super bien, toi, man? En pleine forme. Yes, sir. C'est une semaine avant le gros fight, fait que je me sens super bien. Vraiment apaisé d'esprit, j'ai hâte à la guerre, j'ai hâte. Yes, hey, le gros, je pense que tout le monde a hâte. De plus en plus, là, partout où je vais, il y a au moins une personne pour me demander « Hey, le gros, Jourdain contre Ronson, là, comment ça se passe? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quand? » Il y a bien du monde qui savent que ça arrive, mais ils savent pas encore exactement la date et l'heure précise pis tout. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas eu une énorme campagne de publicité. T'sais, on peut pas juste se fier au fait que vu que je suis la tête d'affiche, ça va se vendre hyper facilement. Ça, c'est de quoi que j'avais toujours eu un petit hic avec, mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre que c'est beaucoup plus difficile de faire de la publicité pour un événement qui va se retrouver à Montréal, au Centre Bell ou dans peu importe l'aréna. À Québec, par contre, ils ont fait une sale job. Les deux fois que Marc-André Marc-André s'est battu, il passe à la télévision. Il est arrivé plein de belles publicités. Fait que, il y a aussi le fait que c'est un jeudi. Il y a plein d'affaires qui font en sorte que c'est difficile, mais en même temps, la carte est pack. Puis, par contre, que j'aurais aimé ça qui soit sur la carte, c'est Zachary Powell. Je le trouve numéro 1, ce gars-là. Je le trouve vraiment, vraiment une belle attitude, une belle façon de se promener, une belle façon de combattre. Puis, mais par contre, je pense qu'il va se battre à Gatineau. Fait que, ouais, gros fight contre O'Neal. Lui, c'est le genre de petite rivalité Patnaud de Gatineau contre New Era Ottawa. Là, ça va être vraiment fou. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis côté publicité pis tout. D'un autre côté, je comprends qu'il n'y ait pas une méga campagne pis tout parce que c'est au centre Claude Robillard, ça a été cédulé un peu à la dernière minute. C'est au centre Claude Robillard pis gros, ça va être dur de pas tout vendre ces billets-là d'une manière ou d'une autre. Donc, tu sais, c'est pas bien la salle. Je sais pas si c'est combien. Je sais pas exactement, mais c'est genre 2000, peut-être ben pack, là. T'es sérieux? Ouais, fait que... Je pensais que c'était plus que ça. Il me semble que ça a l'air pas mal plus que ça. Ouais, mais c'est ça. ça. 2000, c'est bon. C'est comme la TAU quand il y a jam. Parce que quand je me suis battu contre Kevin Généreux, ça... Le sol shakeait tellement que le monde criait. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'ai l'impression que ça va être de même. J'étais à une plus petite salle, ça va être jam-pack, le monde va capoter ben raide parce que, comme tu as dit, la carte est épique. Puis écoute, on va assister à ce qui est, selon pas mal de gens, dont moi, dont Jesse, à qui j'ai passé par là la semaine prochaine, puis là, je me l'ai passé, c'est-à-dire, puis là, je m'en étais là demander à toi. Le plus grand combat de l'histoire, est-ce que c'est le plus grand combat de l'histoire de TKO?
Je sais pas, ça va être le résultat qui va être plus important que l'enjeu autour. C'est sûr qu'on regarde, il y a un plus petit champion qui défie un champion plus gros, non seulement ça, mais un vétéran de l'UFC qui s'est battu 3 fois contre des grandes personnes comme Kevin Lee. Après ça, il y a des champions des 170 livres. Oui, je pense que c'est une première, mais je pense que le résultat du fight va être plus important que tout ce qui se passe autour. Oui, c'est cool, mais on va voir quand ça va être le temps de performer, qu'est-ce que ça va donner. C'est clair, man. Mais c'est aussi l'aspect des belts, je pense que le monde et tout, tu sais, Jesse a 2 belts, toi t'as une belt, on dirait c'est comme toutes les belts du monde, si on rapport dans ce fight-là, les combattants, que on s'entend que vous êtes probablement les 2 gars, qu'à la seconde près que vous avez fini de vous battre, tout le monde parle déjà de je veux voir Charles contre X, je veux voir Jesse contre X, je veux voir, tu sais, fait que c'est comme les 2 combattants, puis en plus vous donnez tout le temps des shows complètement malade d'un, puis vous êtes des sauvages, là, littéralement, les 2. Fait que, tu sais, y a aucune manière que ça déçoive, ce combat-là, je pense. Mais moi, écoute, il y a une affaire que je voulais te demander depuis le dernier combat, c'est un moment précis, quand t'as gagné le combat, t'as sauté sa cage, t'as pogné la belt, t'as échangé quelques mots. Je te demandais qu'est-ce qui est arrivé dans ce moment-là précis pour que t'aies cette réaction-là. Quand j'ai vu la ceinture, j'ai tout de suite, quand j'ai gagné, en fait, j'ai tout de suite regardé Stéphane, puis tu sais, j'ai eu une espèce d'énorme guerre psychologique après ce combat-là, de savoir que je me rebattais au Centre Bell. Puis, tu sais, le Centre Bell, c'est la seule place où j'ai eu ma défaite. Fait que c'était comme ma bête noire. Puis, je suis devenu vraiment émotionnel. Fait que je me suis dit, tu sais, j'attendais pas que personne me la donne. Je suis allé la chercher avec des odds que toutes les... Tu sais, il y a beaucoup de fans qui disaient que j'allais gagner, mais tous ceux qui sont dans le milieu, les combattants disaient qu'Alex était trop ci, Alex était trop ça, etc. Fait que ça, c'était comme ma façon de dire, tu vois, moi, je voulais quelque chose, j'ai travaillé fort, puis je suis allé le chercher. Puis quand je suis embarqué sur la cage, je regardais mon audience qui était vis-à-vis Alex Morgan, mais jamais j'ai changé de regard avec Alex rendu là. Tu sais, on dirait que j'ai pris la berte, puis je me mets à l'engueuler ou qu'il criait des choses. Ça n'a jamais été mon intention, il n'y a aucun échange que j'ai fait avec Alex. Puis j'étais juste vraiment fier, je suis allé la chercher, puis j'ai dit, est à qui la berte? Est à moi, je suis allé la chercher. C'était vraiment un bon moment, puis c'était juste le message était quand tu veux quelque chose dans la vie, reste pas assis sur ton cul, tu sais, performe bien, puis va te prendre ce qui te revient de droit. Yes, c'est hot, man, pour vrai. C'était un esti de moment, ça, pareil, hein, que le TKO de décembre Vraiment, dernier, là. Tu sais, dans tous les moments, là, le retour de TKO, c'est sûr, on a, tu sais, les classiques barrios à Québec avec tout le monde qui capote bien dur. On a, tu sais, les gros knockouts pour faire probablement la performance de Cyril contre Adam, mais gros, le style spinning back fist sorti de nulle part, tout guillotine à la John Jones, tout on va snatcher à la belt avec tout le monde nous la donne, puis la grosse réaction, puis tu sais, l'ambiance qu'il y avait dans le Centre Bell aussi ce soir-là, Alex avait genre amené à quasiment la moitié de la foule, l'autre moitié de la foule, ça criait d'un bord puis de l'autre, c'est incroyable. Ouais, non, ça c'était un moment, c'est sûr que j'oublierai jamais, puis tu sais, en passant, c'est la même guillotine que Demetrius Johnson vient de pull off à One, c'est une guillotine extrêmement powerful. Puis quand les gars essayent de sortir de ça, ils mettent leur position que tu peux aller chercher une arm-in guillotine. Fait que c'est quelque chose qui est très le fun. Puis ça m'a permis de montrer quelque chose de dangereux à mon arsenal, que quand les gars essaient d'aller dans mes jambes, depuis que je travaille avec Fabio Hollanda, qui a des guillotines tellement terribles, là, puis tout le crew du BTT, j'ai remarqué que pour bien défendre les takedowns, tu dois être offensif dans ces situations-là. Fait que quand tu es offensif, les gars ont moins tendance à vouloir aller dans tes jambes. Fait que ça me donne une meilleure défense de takedown, savoir que je suis bien quand t'as ma jambe, je peux t'attaquer avec des guillotines, je peux te faire flip, je peux attaquer même avec des triangles. Fait que ça donne de la bonne confiance, puis ça donne un message aux gars qui se disent « Ah, Charles n'a pas de lutte, non. » Je suis comme ça fait 1 an de ça, puis si tu bangs sur mes performances il y a 1 an et demi, 1 an, tu vas être surpris par la personne que tu vas avoir devant toi. Puis je pense pas que c'est ça que Jesse va faire. T'sais, oui, il dit TJ, je suis plus gros que TJ, je vais pouvoir faire ça, Je pense qu'il est plus smart que ça. Tu peux pas arriver avec l'image d'une personne, comme je peux pas regarder les fights de l'UFC à Jesse, hein, ça fait bien trop longtemps. Ouais. Hey, il a perdu ses fights dans l'UFC, je vais faire ce que les gars ont. Je suis pas Kevin Lee, je peux pas commencer à wrestle comme Kevin Lee. Je suis pas ses autres adversaires. Je vais juste bank up sur ses dernières performances. Il a performé comme un chef contre Capone. Le body shot a fait un son astronomique dans la nature.
Aïe, j'en revenais pas. Puis après ça, il s'est battu contre Dufort. Ouais. Là, le monde dit, il est rendu plus vieux, il est rendu ci, il est rendu ça. Je dis, ouais, mais tu peux pas bank up là-dessus. Là. Le gars, il dit qu'il a tear up son hamstring, mais tu sais, il a tellement bien combattu dans ce fight-là, puis Mick aussi, tu sais, je pense qu'il avait underestimate Mick, puis je pense qu'il va pas refaire ça une deuxième fois, tu sais, même si on l'entend parler des interviews, il dit, Charles a rien à m'apporter, etc. Je suis comme nous, la dernière fois que tu as dit qu'un jeune dans la vingtaine n'était pas prêt pour quelqu'un comme toi, ça a fait une split decision à Québec. Si tu refais la même erreur une deuxième fois, peut-être que le résultat va être différent. C'est sûr. C'est dans sa game, là, par exemple, à Jesse, là, toi pis moi, il aime ça, là. Avec Mick, c'était playful comme talk. Là, avec toi, il y a pas vraiment de talk back, fait qu'il dit ses affaires. Mais, tu sais, il aime ça, là, dire ses affaires pis s'assurer que c'est public pis c'est entendu par l'autre partie. Je pense que c'est gros dans sa game pis c'est un gars que, tu sais, pour y avoir jasé juste de même, il y a de la répartie, là. Si tu lui dis de quoi, il va te répondre pis, il est bon pour ça, puis je pense que lui, il thrive là-dedans, puis ça l'aide aussi à se pump up pour les combats, mais, tu sais, il a... t'as vraiment donné tes props pis tout, là, parce qu'il a été incapable de pas me parler de Jonathan Meunier d'une manière ou d'une autre. Puis, tu sais, en parlant de lui, il a dit, Chris, man, fais comme Charles Jourdain, là, batoé, faites quoi? Fait que, au moins, tu sais, il te donne tes props, mais ce que je voulais savoir par rapport à ce combat-là, c'est absolument génial. Je veux pas que tu me sortes ton game plan ni rien, mais c'est quoi le read général de ce combat-là? Tu sais, je le sais que il y a beaucoup de monde qui se disent, grosse différence de poids, la question de la lutte qui revient souvent, même si le monde qui ils savent que Jesse c'est pas le grand lutteur, là, c'est pas un meilleur lutteur que TJ Laramie selon moi, c'est un bon lutteur, peut-être pas le meilleur lutteur que TJ Laramie. Fait que c'est à peu près vers là que le monde s'enligne. Selon toi, c'est quoi le read de ce combat-là? Knock him out. Premier round, man, je vais aller pour sa tête carrément, tu sais. Depuis le combat de Khabib puis Conor, tu sais, Khabib quand il a lancé son overhand, c'était l'overhand le plus what the fuck de l'histoire des overhand, puis ça l'a clippé. Après ça, t'as vu George Masvidal, man, se swinger son corps au complet. Tu sais, les affaires, il n'y a pas de technique, il n'y a pas ça, just do whatever work. Tu sais, tout ce qui marche dans ce sport-là, man, c'est à ton avantage. Tu sais, il y en a qui disent, tu sais, c'est comme le fameux en jiu-jitsu, c'était un crank. Est-ce que tu t'as tapé? Oui, I won. Tu sais, peu importe la façon que la personne va combattre, tu sais, ils me disent que je suis imprévisible, j'ai des patterns, nanana, mais tout ce que vous voyez, c'est des affaires que j'ai énormément travaillé. Le spinning backfist, c'est de quoi qu'on avait beaucoup fait en spinning elbow. Puis c'est la même entrée que j'ai faite contre Kevin Jenner. Tu sais, je step avec un overhand, soit le gars, il reste là, il mange la deuxième overhand, ou soit il recule, puis là, j'avais choisi. S'il tournait à ma gauche, j'allais avec un high kick. S'il tournait à ma droite, j'allais avec un spinning backfist. Toutes des affaires extrêmement travaillées. Puis, je vais encore une fois être extrêmement imprévisible. Je vais tu sais, il avait marqué sur Internet, il avait dit Charles Jourdain, il n'a pas les couilles de rester dans le milieu de l'octogone avec moi puis trade blow for blow. Là, j'avais appelé une très bonne amie à moi, Pat, le propriétaire du Foursard, je l'appelle, je dis, Pat, j'ai le goût là de dire, OK, on met 5000$ à la table, personne n'a le droit d'apporter l'autre à terre. Si la personne tombe à terre, c'est à cause d'un knockdown. Il y a pas de... Après ça, je me suis dit, dude, man, le gars va essayer de me wrestle, il va se fatiguer, puis quand même que je tombe à terre, j'ai des nasty triangles, j'ai des nasty guillotines. Kimura, tu sais, tout mon ground, je me suis dit, gars, si je suis une personne qui veut se rendre à l'UFC, j'ai besoin de montrer tout mon tool case. Fait que je vais être prêt à toutes les situations qu'il va amener, mais encore une fois, Jesse Ronson, il est bon quand il dictate le pace. Puis quand il se fait mettre du pace, il commence à paniquer un petit peu plus. C'est comme du fort, il a fait fuck you, je m'en fous de quitter, puis il sautait dessus. Puis il arrêtait pas. Même s'il perdait beaucoup d'échanges, il arrêtait pas, tu sais. Il a fait une bonne job de faire fuck it, c'est do or die. Mais tu fais la même mentalité de do or die, avec un petit peu plus de changement de niveau, avec un petit peu plus d'angle, avec un petit peu plus de kick. Puis c'est des points que tu bank up, puis c'est des opportunités de lancer la shot qui va fermer la lumière à Jesse Ronson. Ouais, c'est sûr, parce que tu parles de Mick son striking, pour vrai, de mieux en mieux, ça s'en vient. Manque un peu de finition encore, tu sais, c'est pas... il manque un peu de finition, je pense pas d'autre manière de le dire vraiment, puis toi, s'il y avait une affaire que tu nous as montré, c'est que c'était assez relentless à ce niveau-là, tu peux knocker un gars, tu peux le dropper puis le soumettre, tu peux le soumettre straight up, t'as plein
d'options par rapport à ça. Puis t'es un striker un peu plus poli, t'es polish là en anglais, là, je parle pas de la politesse, là, mais t'es un striker un peu plus poli que lui, fait que c'est sûr que dans le jeu en esti, moi pour être franc avec toi, je te le dirai pas aujourd'hui c'est quoi mon read de ce combat-là, mais j'ai un esti de gros feeling ce combat-là, là, pour être franc avec toi, j'ai quelque chose que je suis pas capable de me sortir de la tête, que j'ai comme l'impression que ça va arriver, pis t'écouteras mon preview, le gros, tu vas le savoir c'est quoi, mais j'ai un read de ce combat-là, je pense que ça va être un esti de fight, mon gars, d'une manière ou d'une autre, le monde qui vont être dans la place seront pas déçus. Je pense que le fait que ça soit pas la plus grosse salle non plus, ça va faire que les cotes d'écoute vont être pas mal plus importantes à la TV aussi. Fait que je pense que ça va être. Dis-le, qui va gagner, Jesse ou moi? Ah, le gros, parce que j'ai pas. Non, je le sais que tu veux. Genre, je le sais que tu. Les personnes qui sont en train d'écouter le podcast en ce moment, man, ils veulent le savoir. Ah, drop-nous un nom. Fais-nous pas une analyse, mais drop-nous un nom. Ok, c'est bon, man. Ma prédiction, c'est toi, les gros. Ah, ma prédiction c'est toi, le monde va aussi, vous attendrez à mon preview pour je vais vous expliquer pourquoi ça a de l'allure pour vrai ce que je m'en vais. Vous dire, je suis pas le genre de gars qui, tu sais, genre des prédictions, pis moi je l'aime, Charles Edouard, je l'aime, Jesse, là, pour être ben franc avec toi, c'est un esti de bon Jack, pis j'ai ben du fun avec tout, fait que. Tu sais, parenthèse là-dessus, tu sais, quand t'avais fait ton preview de moi pis Alex, tu sais, Alex, c'est une personne qu'on peut pas détester quand on écoute parler. Alex Morgan, j'ai écouté son entrevue récemment avec toi. Puis cette personne-là, tu sais, j'y lève mon chapeau, puis j'ai vraiment hâte de recroiser le fer avec lui parce qu'il est vraiment une bonne tête et épaules. Fait que je pense pas que le monde pense de toi que tu as des partis pris à cause que t'aimes une personne plus qu'une autre. T'es une personne extrêmement honnête, puis ça fait que ton podcast est numéro 1 pour ça. Je te remercie pour ça, mais moi, c'est vraiment important pour moi parce que veux pas. Tu sais, ce que j'aime encore plus que couvrir le sport, c'est justement de me faire être chum avec genre des gars comme toi, comme Barrio, comme Adam, comme Zachary Powell, justement, qui est, tu sais, de loin un des gars avec qui je m'entends le mieux, gros, on écoute le même beat, on aime les mêmes affaires. Tu sais, fait que genre de me faire justement des amis de même que c'est du monde, puis on s'entraîne, on fait les mêmes affaires, puis on développe des liens, puis Chris, vous êtes tous du bon monde, puis moi j'ai envie d'apporter une plateforme positive à du monde comme vous, puis c'est important pour moi justement d'être vraiment. Tu sais, comme j'ai pris pour Ronson contre Dufort, même si Dufort, Chris, il vient de ma ville, c'est probablement un des gars que je connaissais d'avant que je fasse ça pis tout. Fait que c'était vraiment important pour moi d'être vraiment transparent là-dedans pis tout. Mais gros, le monde, vous écouterez mon preview, je vous le dis. Je vais vous expliquer pourquoi Charles va gagner ce combat-là. Pis ça va faire du sens, man. Pis Chris, si ça arrive pas comme je pense que ça va arriver, ça se peut très bien, pour être bien honnête avec toi, dans les derniers main events du UFC, je me suis assez planté solide. Mais ma moyenne est bonne pareil. Puis vous checkerez ça, cette petite preview-là, parce que je vais vous expliquer pourquoi Charles va gagner ça. Fait que gros, je te laisse la parole s'il y a n'importe quoi, le message que tu veux passer, n'importe quoi, parce que tu m'as dit que t'avais 20 minutes. Moi, mon seul, sur quoi j'enregistre ça en va crever, puis ça fait 16 minutes qu'on se parle. Fait que si t'as de quoi à dire, le gros, là, comme mot de la fin ou de quoi, vas-y, man. Just tune up pour le fight, guys. Je sais pas s'il va être télédiffusé, j'ai pas plus d'informations que vous pour l'instant. Même si la promotion n'a pas été la plus extrême pour ça, si jamais ça vous intéresse de venir voir l'événement, vous pouvez nous envoyer un message sur la messagerie du ProStar ou sur la mienne pour des tickets. Je sais que ça c'est l'événement se vend très bien. La salle est petite, fait que si jamais ça est sold out, perdez pas votre chance de venir voir ça. Puis encore une fois, tu sais, récemment j'avais fait un post comme quoi j'avais vraiment mal filé, là, puis c'était pas juste pour en fait pas juste, c'était vraiment pas pour avoir de l'attention, c'est juste pour démontrer que même si t'es le grand champion de TKO, etc., la vie s'arrête pas là, tu sais. Moi, je pensais que quand j'allais devenir champion, ma vie allait changer, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Mais mon message, c'est que notre vie, elle change quand on fait plein de petites bonnes décisions à chaque jour, puis qu'on essaye d'avancer, pas quand on fait un accomplissement. Puis c'est pour ça que j'ai eu un gros crash, mais bref. C'est ça, juste de y aller une journée à la fois pour les gens qui vont moins bien dans ce sport-là, parce que c'est plus fréquent qu'on pense, puis c'est pas un sport facile, fait que gardez la tête haute. Merci beaucoup, Faber. Yes, hey, merci mon gars, t'es vraiment une inspiration pour tout le monde, pis comme je te le dis à toutes les fois, man, t'es notre petit Québécois, esti, qui est, tu sais, selon moi, si tu gagnes ça, t'es le prochain, là, selon moi, si tu gagnes ça, tu viens de skipper Cyril ben raide, tu viens de chier ça dans la mythe, pis c'est toi le prochain à se faire signer. D'après moi, c'est ça le master plan, fait que, tu sais, on est fiers de toi, mon Charles, pis c'est hot, justement, que t'aies pas peur de parler de ces affaires-là, de le dire quand ça va moins bien, de le dire quand ça va bien, d'être humain là-dedans, parce que c'est ça qu'on aime, nous autres, des humains,
man, avant d'aimer des fighters. Puis pour le niveau de la télédiffusion pis tout, c'est un TKO numéroté, c'est sûr que ça va être sur Fight Pass, pis c'est pas mal sûr que ça va être sur Fight Network, pis si ça l'est pas, ça va être sur RDS comme ils font là par après en bloc de quelques petits combats avec Stéphane qui commande ça. Fait que d'une manière ou d'une autre, sur UFC Fight Pass, c'est sûr que c'est télédiffusé, c'est un des plus gros événements que TKO va mettre sur pied, même si c'est pas la plus grosse salle, même si il y a eu une annulation pis ça a été fait à la dernière minute, c'est genre un événement absolument gigantesque. Si vous êtes des fans d'MMA au Québec, au Canada, dans le monde, vous pouvez pas manquer ça. Puis câlisse, soyez là au rendez-vous, que ça soit là-bas, que ça soit à la TV, que ça soit n'importe où. Parce que Charles Esti, il se démène jour après jour pour nous autres, pour le monde du Québec. Puis il va essayer de représenter pour nous ce soir-là. Puis il faut qu'on y monte, peu importe ce qui arrive, qu'on est fiers de lui. Fait que moi, je suis fier de toi, mon Charles, puis j'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Ciao, merci mon gars. Salut. Ciao. C'est l'heure de la chronique des nouvelles du rap-jeu. Malheureusement, j'ai pas mes deux acolytes cette semaine avec moi, mais je voulais faire la chronique pareil d'une manière comme d'une autre parce que le rap-jeu a perdu une de ses légendes. Malheureusement, c'est dimanche, je revenais de travailler, j'ai sorti mon cellulaire et c'était partout sur les internets. J'ai appris la nouvelle que Nipsey Hussle était mort et ça, c'est absolument dégueulasse. Je peux même pas vous exprimer à quel point cette nouvelle-là m'a fait de la peine, m'a vraiment bouleversé. Pour vrai, c'est un des rappeurs que j'aimais beaucoup. Son album Victory Lap est absolument incroyable. Je l'avais dans mon top 10 des meilleurs albums de l'année 2018. Et c'est un rappeur que j'aimais depuis bien avant ça, là, depuis le temps justement de la mixtape Crenshaw. Et même avant ça, c'est un gars qui a pas un rapping style vraiment mainstream, pas quelqu'un qui va être apprécié par tout le monde dans son style de rap, dans le contenu qu'il amène dans sa musique, mais en termes de personnages, en termes de personnes importantes pour sa région, pour son quartier. C'est quelqu'un qui était respecté à la grandeur du monde du hip-hop. Et puis c'est pas pour rien que des gens comme Snoop Dogg, Drake, Beyoncé, Rihanna, l'héritage de Tupac et puis pas mal tous les rappers qui sont actifs et qui existent sur la terre lui ont rendu hommage, ont cru bon de tenir un discours sur lui. Il a même été praisé, écoute, par le maire de la ville, par le LAPD, que c'est rare qu'il y ait des gens qui sont gang affiliated qui reçoivent des praises d'un service de police, mais c'est le cas pour Nipsey Hussle. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Il était devant son propre magasin de linge, le Marathon Clothing Store à Los Angeles, c'est dans South Central, bien sûr, sur Crenshaw, Slauson. Et puis, quelqu'un est arrivé et lui a tiré à 5 reprises dessus, dans le corps, avant de s'en aller, de revenir pour lui tirer dans la tête, de s'en aller, puis de revenir pour lui donner un coup d'en face. On l'a vu par après. Donc, je vais faire une brief timeline de la situation. Après ça, je vous donne mon opinion là-dessus. Donc, Nipsey Hussle, c'est ça, a été tiré 6 fois devant sa boutique. Je vais vous l'expliquer. On a appris quelques heures après qu'il devait rencontrer le LAPD le lendemain. Il y avait une réunion avec eux pour discuter de la violence causée par les gangs de rue, puis de trouver des solutions pour tenter de manier ce problème qui est très important dans la région de Los Angeles, surtout dans South Central. C'est pas mal là qu'est créé le problème des gangs de rue. C'est là que les gangs ont été créés, les Bloods, les Crips. C'est dans South Central, c'est à Los Angeles. Et puis la police tentait de discuter avec Nipsey, qui est un gars qui restait toujours dans son quartier. On va avoir la chance d'y revenir, mais c'est un gars qui était, malgré son haut niveau de popularité, malgré que c'était un artiste qui a été nominé pour les Grammys et tout, qui était reconnu à travers le monde de la musique par tout le monde. Tout le monde sait c'est qui Nipsey Hussle dans le monde de la musique, et malgré ça, il a resté dans son quartier toute sa vie pour tenter d'en donner aux gens d'où il vient, de redonner à sa communauté, puis de montrer justement aux jeunes noirs de son quartier, de Crenshaw, de Slauson, de Hyde Park, que il y a quelque chose d'autre à faire que joindre un gang puis finir mort ou en prison. Que c'est possible d'être un black entrepreneur, d'être un rapper, de s'ouvrir des business, d'avoir du succès, d'amener du bon à sa communauté. C'est ça Nipsey Hussle, c'est ça le message qu'il avait dans toutes ses actions. Et malheureusement, la vie est tellement dégueulasse qu'ils sont venus le tuer dans son propre quartier, devant sa propre boutique de linge, pendant qu'il essayait justement d'aider un ami. Ça, on va y
y revenir, mais bref. La police, évidemment, au début, pensait que le shooting était gang-related, que c'était sûrement un gang adverse qui aimait pas le gang à Nipsey Hussle, qui est un membre des Rolling 60s Crip. Et puis, un membre depuis très longtemps, là, depuis sa tendre enfance, un membre de ce gang-là, un gang Crips très important dans la région. Et il pensait que c'était justement un gang adverse qui avait vu que Nipsey était peut-être là sans trop de sécurité, puis qui en ont profité pour faire un statement. C'est ce que la police pensait. C'est pas ça qui est arrivé finalement. Pas longtemps après, on a eu les caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance. C'était dans un genre de petit shopping mall. Donc c'est sûr qu'il y a des caméras partout. Les caméras ont capté le meurtre. C'est là qu'on a vu la scène où le gars il a tiré sur Nipsey. Nipsey a tombé, s'est retourné avant de mourir pour voir qui l'avait tiré dessus. Le gars a fait demi-tour pour venir tirer dans la tête, est reparti puis est revenu pour le kicker dans la face. Donc un acte absolument horrible. Et puis ça n'a pas été long, cependant, que les internets ont trouvé le gars. Puis souvent, quand XXXTentacion est mort, tout de suite, il y a eu des accusations sur Soldier Kid, un autre rappeur. Et puis là, l'internet était convaincu que c'est lui qui l'avait tué à cause des Instagram posts qui portaient du linge qui avait peut-être rapport avec la scène ou blablabla. Cette fois-ci, ils se sont pas trompés, cependant, les internets. C'est bel et bien Eric Holder qu'ils avaient identifié comme étant le potentiel tueur, et ça avant même que les vidéos footage sortent publiquement sur internet. Et ça, c'est à cause qu'il y avait eu, c'est un membre du même gang que Nipsey. C'est ça qui est vraiment vraiment incroyable à penser. C'est un membre du même gang. Il le connaissait dans la vie. C'était pas peut-être pas un de ses grands amis ni rien, mais c'est quelqu'un qui connaissait, c'est quelqu'un qui savait qui il était. Et puis, il y aurait eu, selon les internets, c'est pas la version vraiment officielle qu'on a, mais selon les internets, il y aurait peut-être eu une chicane entre Nipsey et le gars qui était surnommé Shitty dans le hood, Eric Holder, qui est tout ça un rapper, je pense Fly Mac ou quelque chose comme ça, là, qui a dit publiquement qu'il était. Bref, le gars, malheureusement, a l'air sévèrement malade mental, là. Mais tout ça pour dire que il y aurait eu chicane entre Nipsey et ce gars-là, ou entre le gang et ce gars-là, parce qu'il aurait peut-être potentiellement donné des informations à la police. Et puis on a appris par la suite qu'il y avait de nombreuses charges de violence domestique qui pesaient contre lui. Il avait même été condamné auparavant. Donc oui, il y a eu la chance d'avoir des interactions avec la police et de peut-être leur dire des choses dans le but d'aller en prison moins longtemps ou de s'éviter de faire de la prison. C'est pas quelque chose qui est confirmé. C'est la rumeur qui courait sur les internets. Et puis Nipsey, qui est un Big Brother dans ce hood-là, qui est quelqu'un dans le quartier qui était vu comme un membre important autant pour les gens qui sont pas dans des activités de gang que pour les gens qui sont dans des activités de gang. C'était comme quelqu'un qui avait un certain pouvoir décisionnel, que quand il disait quelque chose, les gens avaient tendance à vouloir écouter ce que Nipsey disait, non parce que il était vraiment actif dans le street puis faisait des choses, mais bien plus par la voix qu'il représentait, étant un artiste populaire à travers toute la planète et qui était toujours présent dans ce quartier-là. Donc c'est ça, le gars aurait comme été un petit peu chassé du neighborhood, peut-être par Nipsey, peut-être pas non plus, c'est ce qu'on sait pas vraiment. Et puis ça l'aurait causé le fait qu'il aurait voulu venir pour se venger. Face à Nipsey Hussle, ça n'a pas été long par après que la police, le LAPD, a définitivement confirmé qu'Eric Holder était la personne recherchée pour le meurtre. Et puis ils ont posté sa photo sur les social media, ils ont posté sa photo à la télévision, à la grandeur des lieux. Et puis ils ont même profiter pour rendre hommage à Nipsey Hussle, comme je disais tantôt. Le LAPD ont mentionné que c'était un grand homme, que sa perte allait être très importante pour la communauté. Par rapport à son engagement dans la communauté, ils disent que c'était quelqu'un qui était toujours présent pour les siens, qui faisait du bien dans sa communauté, qui avait des scholarships, envoyait des gens à l'école sur des scholarships, avait plusieurs business dans le quartier, qui employait des gens du quartier, qui vendaient des produits pas trop chers aux autres gens du quartier. Donc, quelqu'un de vraiment très important pour la communauté. C'est ce que le LAPD a souligné quand ils ont rendu hommage à Nipsey. Il y a une pétition aussi qui a circulé sur l'Internet pour que Slauson et Crenshaw deviennent le Nipsey Hussle Boulevard. Il y a eu beaucoup de signatures. Et puis ça, c'est peut-être un peu far-fetched, mais écoutez-moi bien quand je vous dis que je ne serais pas surpris que ça arrive un jour. Peut-être pas immédiatement, mais dans les prochaines années, je pense que la mort de Nipsey
Puis sa legacy ne va jusqu'à aller qu'en augmentant. Là, on n'a pas fini de parler de Nipsey Hussle, même si ce gars-là a malheureusement été tué. Par la suite, il y a une femme qui a admis avoir conduit le véhicule qui a servi à prendre la fuite pour Eric Holder. Donc, encore plus de faits aggravants qui impliquent directement Eric Holder là-dedans. Il a finalement été capturé par le LAPD. Chanceux pour lui parce qu'il y avait aussi un hit sur sa tête de la part des Crips. Donc, le gars était littéralement recherché par tout le monde. Selon DJ Academics, il y a même un report qu'il y aurait des membres de gang des Crips qui auraient été tirés sur des résidences appartenant à des membres de sa famille en espérant que le gars soit peut-être là. Il y aurait des membres de sa famille qui auraient été victimes de gunshots, qui se seraient tirés dessus littéralement pendant que Eric Holder se cachait à quelque part pour essayer de ne pas se faire trouver. Donc non seulement il a tué une des figures les plus importantes du rap, mais il a mis sa famille dans le trou. Il y a des gens de sa famille qui ont souffert à cause de lui. Donc ça vous dit juste le genre de personnage que ce gars-là est. Là. C'est une complète sous-marde qui mérite littéralement même pas de vivre, mais tout ça pour dire qu'il a été capturé par le LAPD et ce, alors qu'il essayait de check-in dans un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si le gars était juste en complet breakdown. Il y a des rumeurs que ce gars-là souffrait déjà de maladie mentale, mais c'est peut-être aussi le fait qu'il a contacté un avocat et qu'il a dit le gros, tu t'es tellement mis dans la merde que t'as comme pas le choix de faire face à ça. Et la meilleure manière de te faire arrêter, c'est probablement en allant à l'hôpital psychiatrique parce que c'est un bon début de setup pour plaider la folie en cours, clairement. Donc, je pense que c'est vers là qu'on s'en va pour Eric Holder, mais là, il est capturé, il est en détention, il est en confinement solitaire même et il ne parle pas à personne. Dans l'aftermath de ça, bien sûr, les charts... les ventes, c'est-à-dire de Nipsey Hussle, ont augmenté de, je pense, 2700%, quelque chose comme ça. Victory Lap va refaire son chemin dans le top 10 des charts de vente d'albums à travers la planète. Et puis, ça, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois que quelqu'un meurt. L'affaire qui est bien, contrairement à beaucoup d'autres rappers, c'est que Nipsey Hussle était tout un businessman. Il a été indépendant très, très, très longtemps. Et oui, il avait signé avec un label pour Victory Lap pour son premier CD, mais c'est un gars qui a fait des millions de dollars avant de signer pour un label. Donc, il y avait beaucoup de pouvoir de négociation dans son deal, ce qui fait que Nipsey Hussle est le propriétaire de tous ses masters. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'argent qui va être fait par la vente des albums qui ont été faits après sa mort, cet argent-là va tout à sa famille, c'est à lui, c'est sa musique, son matériel et l'argent revient à son estate, à ses héritiers et non pas à un label comme c'est probablement arrivé quand XXXTentacion est mort, que le label a profité du spike dans les ventes de son album. Et puis ça on le sait parce que les gens qui faisaient des vidéos d'hommage à XXXTentacion, qui mettaient de la musique de X dans leurs vidéos, faisaient voir leurs vidéos claim par le label sur YouTube. Donc tout ça pour dire que Nipsey Hussle, tout l'argent qui va être fait par ces ventes d'albums qui ont été générées par sa mort malheureuse, au moins tout cet argent-là va aller à sa famille. Et puis, par la suite, il y a finalement Lauren London, qui est une actrice très populaire et qui est aussi sa blonde et la mère de son enfant. A finalement brisé le silence. Deux de ses très bons amis aussi, YG et Schoolboy Q, ont finalement fini par s'exprimer, dire qu'ils repoussaient leur album. Puis pour Schoolboy Q, c'est vraiment raide parce que ça fait plusieurs de ses bons amis qui meurent récemment. Nipsey Hussle, juste avant, c'était Mac Miller qui a repoussé son album à cause de Mac Miller, justement à cause de la mort de Mac Miller puis Delay que c'était fait là, puis comme il réussit à s'en remettre finalement à sortir un single, ben c'est Nipsey qui meurt. Même chose pour YG qui voulait sortir un album, ça arrivera pas tout de suite. C'était vraiment deux très bons amis personnels. Puis YG, je veux un peu aborder sa relation avec Nipsey Hussle parce que ça prouve vraiment le genre de personnage que Nipsey était pour sa communauté. Pas mal de gens qui sont au courant du rap, du landscape du rap, surtout le West Coast rap, savent que YG est un blood. C'est assez clair, le gars, tous ses titres d'albums commencent par des B, mais il met pas de C nulle part, il met des K à la place. C'est un blood, là, un vrai de vrai blood, qui est lui aussi d'ailleurs encore dans son quartier. Puis ça me fait un peu peur pour lui parce que c'est un autre rapper que j'aime beaucoup, que je serais pas surpris s'il meurt lui aussi un jour malheureusement, mais bref. YG est un blood très influent. Nipsey est un Crips très influent.
historiquement, les Bloods, les Crips, pas les meilleurs chums entre eux, mais Nipsey et YG étaient vraiment de très bons amis. Et ils ont travaillé ensemble dans de nombreux vidéoclips, et notamment à Fuck Donald Trump, une tune qui est maintenant absolument iconique, mais pour d'autres chansons, Last Time That I Checked de Nipsey, qui faisait vraiment des efforts pour unir justement les Bloods et les Crips ensemble, puis montrer à ces gars-là, ces gars de gang-là, que ça sert pas vraiment à grand-chose d'aller dans l'autre quartier pour aller tirer sur des Bloods, ou aller dans l'autre quartier pour aller tirer sur un gang adverse, qui peut être un gang de Crips aussi, mais des gars avec qui tu t'entends pas bien parce qu'il y a eu des histoires sûrement de trafic de drogue ou de shooting entre ces gangs-là qui ont viré dans des morts et qui ont fait que les gens voulaient se venger, etc., etc. Mais YG et Nipsey faisaient vraiment de gros efforts pour tenter d'unir les gangs, de dire, tu sais, peu importe c'est quoi votre couleur, peu importe c'est quoi votre allégeance, on est tous le même monde qui viennent quasiment de la même place, on vient de South Central, que ce soit Compton, que ce soit Hyde Park, que ce soit n'importe où, Watts, Long Beach, c'est tout South Central, c'est tout le sud de Los Angeles, et puis ils voulaient que ces gens-là ça s'allie ensemble, peu importe la couleur, peu importe les allégeances, puis tentent de faire mieux pour leur communauté, puis de cesser la violence gratuite dans ces communautés-là, puis de tenter que ces gangs-là soient un peu plus comme, mettons, la mafia, mais pas dans le sens des grosses activités criminelles, bien qu'il va toujours avoir des activités criminelles reliées avec les gangs de rue, mais dans le fond, qu'au lieu que les gangs de rue essaient de s'entretuer entre eux, peut-être collaborent entre eux dans leurs activités criminelles, dans le but de rendre ça vraiment plus rentable, vraiment plus gros, et de plus être en mesure de rapporter à leur communauté eux aussi, parce qu'on se le cachera pas que les membres influents de gangs qui ont beaucoup d'argent sont souvent des gars qui redonnent beaucoup à leur communauté dans ces coins-là. Peu importe si t'es d'accord avec la manière dont ils font leur argent, c'est des gars qui sont des gars du hood, des gars du quartier, puis qui veulent redonner à leur communauté souvent. De là, la mentalité de Nipsey Hussle. Et puis, pour vrai, ce qui est le plus dégueulasse, c'est le dernier petit élément de mon timeline. Je pense que ça va pas mal conclure la vidéo là. J'ai pas mal donné mes opinions tout au long que je vous faisais ce timeline-là. Mais la dernière affaire qu'on a appris, c'est absolument horrible, pour vrai. Ça explique parfaitement le genre de personnage qu'était Nipsey Hussle. Ça explique parfaitement comment l'humanité est absolument horrible. Dans le fond, Nipsey Hussle avait un ami assez proche de lui qui malheureusement avait été condamné pour un crime qui a fait 20 ans de pénitencier. Puis cet ami-là était récemment sorti du pénitencier et Nipsey avait décidé de l'aider. De l'aider à se remettre sur le bon pied, de l'aider autant financièrement que dans la recherche d'emploi, peut-être dans l'acquisition de formation pour aller trouver un emploi, pour pouvoir être utile dans sa communauté et pas justement relapse puis se retrouver à commettre d'autres crimes. Puis on s'entend que quand t'as fait 20 ans de tôle, si tu te fais ramasser pour une petite offense après, le juge sera pas gentil avec toi, il va te recoller ça en dedans. Et puis c'est ce que Nipsey essayait d'éviter avec un de ses bons amis, puis il l'avait comme un peu pris sous son aile, puis voulait l'aider. Puis au moment précis du meurtre, Nipsey était avec son ami, qui est d'ailleurs, il y avait dit, selon le report, il y a 3 personnes qui avaient reçu des balles dans ce shooting-là. C'est Nipsey Hussle, c'est cet ami-là, et puis c'est le neveu de cet ami-là. C'est les 3 personnes qui ont été atteintes par balle lors du shooting. Donc Nipsey était avec cet ami-là, avec son neveu, puis on disait, écoute le gros, je pense qu'on va passer à mon magasin, on va filer du linge, tu sais, habille-toi, rends-toi fresh, pis tout, là, ça fait longtemps que t'as pas été magasiné, ça fait longtemps que t'as rien acheté, tout son linge a plus de 20 ans, vu que ça fait 20 ans que le dos est en dedans, donc il a dit, hey, on va aller au shop, puis on va aller magasiner, puis pogne-toi du beau linge, puis habille-toi beau, puis habille-toi cool, puis tu sais, je te fournis ça, je te donne ça, pour t'aider à te remettre sur pied, puis tu sais, amène ton neveu aussi, y a pas de trouble avec ça, on va habiller tout le monde, tu sais, j'étais un gars de même, j'étais un gars gentil, et puis c'était un peu impromptu comme visite. Et ça a fait qu'il n'a pas appelé sa sécurité, il n'a pas vraiment mis son team au courant. La majorité des gens dans son team à Nipsey Hussle, au moment qu'ils ont appris la fusillade, pensaient que Nipsey était chez eux, n'étaient pas au courant qu'il était allé au magasin. Mais il est allé au magasin, il a fait ça de façon impromptue, il n'a pas trop averti personne. C'est sûr que quand Nipsey Hussle débarque là, c'est sur le coin de 2 grosses avenues dans South Central, le monde s'en rend compte. Donc il y a beaucoup de partisans qui affluent, puis Nipsey a toujours été un gars du peuple, a toujours été un gars qui aimait ça chiller devant son magasin, prendre
prendre des photos avec les fans, jaser avec les fans, donner des advice au monde qui demandait. Tu sais, parce que oui, comme j'ai dit tantôt, c'est un gars qui était très influent dans le quartier, donc les gens allaient vers lui pour lui demander conseil, puis il aimait ça, donner conseil à ces gens-là, justement. Et puis c'est ça qu'il a fait, il est allé avec son ami au magasin, il a commencé à parler avec des fans, et puis le dude Eric Holder, selon un témoin qui était là, est arrivé comme José Nipsey, il a serré la main, tout a serré la main à ses amis, s'est introduit comme étant un rapper, et puis il est parti. Puis il est revenu quelques instants plus tard avec un gun, puis il a commencé à tirer sur Nipsey Hussle. Donc c'est comme ça, malheureusement, que sa vie s'est terminée. C'est dégueulasse, man. C'est complètement dégueulasse. Ça me fait vraiment de quoi, pour vrai. Autant, tu sais, quand XXXTentacion est mort, c'est sûr que c'est triste. C'est jamais certaines de ses chansons, pas toutes, loin de là, mais certaines de ses chansons. Puis c'était indéniable que XXXTentacion avait un talent hors du commun, allait être quelqu'un qui, peu importe comment il allait manœuvrer à travers la vie, allait marquer l'imaginaire du monde du hip-hop d'une manière ou d'une autre. Puis il y avait 20 ans, c'était ça le plus dégueulasse dans toute l'histoire. C'est un jeune de 20 ans qui s'est fait tuer pour de l'argent puis un sac Louis Vuitton, là, littéralement. Il n'y avait aucune raison derrière son meurtre. Puis c'était horrible. Puis oui, ça m'avait affecté. Je trouvais ça plate, mais je trouvais ça plate vraiment plus pour la situation que pour XXXTentacion, qui est, oui, quelqu'un que j'appréciais un peu, que j'appréciais son talent, puis que oui, son talent est vraiment une grosse perte pour le monde du rap, mais c'était pas mon rappeur préféré, c'était pas quelqu'un que j'ai grandi en écoutant. Ensuite, il y a eu Mac Miller, ça a fait quelque chose, pour être franc avec vous, parce que je l'aimais quand j'étais vraiment plus jeune. Plus récemment, j'aimais un peu moins sa musique, un peu moins son style, pour être franc avec vous. J'avais pas accroché dans son dernier matériel tant que ça, mais ça reste quelqu'un, tu sais, la tune Donald Trump, puis des autres chansons de même sur Blue Slide Park, puis avant, ça a été abusé, là, on s'entend. Même 100 Grandkids sur Good AM, une des meilleures chansons de Mac Miller. Mais bref, tout ça pour dire, ça m'a fait de quoi Mac Miller, j'ai trouvé ça vraiment triste qu'il meure d'un overdose. Encore là, c'est pas la plus grande des surprises. Mais pour être franc avec vous, Nipsey Hussle, c'est probablement le rapper mort, ça m'a le plus dérangé. Je l'aimais vraiment, je l'aimais plus que jamais depuis Victory Lap. J'étais excité pour ce qui était next avec lui. J'aimais la personne qui était, le message qu'il répandait dans ces communautés-là qui ont besoin de gens comme Nipsey Hussle pour qu'un jour ça arrête d'être la violence, ça arrête d'être des meurtres après meurtres à tous les soirs, du monde qui se tire dessus de bord puis de l'autre, puis de la drogue dans le quartier, puis plein d'affaires. Puis Nipsey Hussle est un gars qui avait été dans cette vie-là, qui s'en était sorti, puis qui était capable de faire des affaires positives parce qu'il s'en était sorti, puis qui essayait d'amener les gens dans sa vague positive. Et puis, on sait, tu sais, au final, c'est triste pour Nipsey Hussle qu'il soit mort. Mais c'est presque plus triste pour nous, pour l'humanité au complet, qu'on se soit fait enlever Nipsey Hussle, qu'on se soit fait enlever une personne qui faisait vraiment des bonnes choses dans la vie, qui était vraiment là pour la bonne raison. Et puis, écoutez, je pense que je vais finir ça là. C'était la chronique des nouvelles du rap-jeu cette semaine. Rest in peace, Nipsey Hussle. Sa legacy va vivre pour toujours. Le gars était littéralement déjà une West Coast legend de son vivant, donc n'est pas moins qu'une West Coast legend depuis sa mort. Donc, rest in peace, Nipsey. Tu vas manquer absolument à tout le monde. Puis j'espère du fond du cœur qu'il y a des gens proches de lui qui vont continuer sa legacy, qui vont continuer ses bonnes actions, puis qui vont continuer dans le chemin que Nipsey avait tracé pour tenter d'amener un monde meilleur dans ces communautés-là qui vivent la pauvreté, qui vivent les problèmes de gang, puis qui vivent toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, des fois, tu vas dans ces quartiers-là, t'as littéralement l'impression d'être dans le tiers-monde, puis pourtant, t'es à Los Angeles, la ville la plus glamour, la plus cosmopolitaine de toutes les États-Unis. Donc, c'est juste pour se dire, tu sais, la pauvreté puis la violence puis ces affaires-là, des fois, c'est pas si loin que ça de nous. C'est dans nos communautés, même si c'est pas dans le même quartier ou dans la même région que nous, on est situé. C'est pas loin, il y en a partout. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a à Trois-Rivières. C'est pas des autres gros problèmes. On n'a pas vraiment des problèmes de gang au Québec comme il y en a ailleurs, du moins à l'extérieur de la région de Montréal, Longueuil, Laval et les environs. Puis même que là, où il y a des gangs et tout, est-ce que c'est problématique
comme à Los Angeles? Je pense pas. Est-ce que c'est problématique quand même? Oui. Mais tout ça pour dire que de la pauvreté, il y en a partout alentour, puis on a besoin des gens comme Nipsey Hussle pour essayer de remédier à ces problèmes-là, des gens qui sont impliqués dans la communauté, qui sont pas du monde dans des bureaux au gouvernement, qui pensent qu'ils peuvent faire les bonnes affaires, mais qui n'ont aucune idée comment ça se passe d'une manière comme d'une autre. Donc c'est ça. Rest in peace Nipsey, puis on retourne au pod. Yes, salut tout le monde! On est de retour cette semaine avec le combattant UFC Juan Adams, un poids lourd qui va être en action à Ottawa. Il va affronter Arjun Boulard dans un excellent combat qu'on a très hâte de voir, puis je suis vraiment ravi de l'avoir aujourd'hui. What's up, Juan? How you doing, man? I'm doing great. How are you? I'm doing great, man. I'm excited to have you on because you're gonna be involved in some great ass fighting, I think, in Ottawa, May 4th. You're involved in a nice fight, a guy that we know since a long time in Canada. And we've been finding out about you recently, like last year. And I think most people are quite excited. But just before we go right into this, I surely have some people that just don't know who Juan Adams is. So for like the Canadian fans who have never heard of you, never heard your name, what must they expect when they hear they're gonna see a Juan Adams fight? Non-stop action. Once it starts, I don't stop, and I usually don't stop till the ref is pulling me off of them. So I think that's what every people like to say, and heavyweights too, because man, you're a big one. I think. Do you cut weight? Yeah. I'm actually. I woke up this morning at 289. We're slowly but surely getting down there. The goal is to be 283 by April 13th, and when we land, I want to be about 275, 276 when we land, and that whole week I just don't really eat a whole lot, and I'm doing my water cut, and hopefully, last time I only had to cut like three pounds the morning of, so I'm hoping that it's a little bit less this time. Yeah, man. I feel you on that shit, man. I'm cutting weight for the first time of my life, like right now, because I've got a jiu-jitsu match and I was just way too heavy, so I took the match to get down to that weight because I just need to be at that weight. And fuck, man, I'm hungry all the damn time. I can't like eating salad, man. Like makes me hungry. Yeah. So I can feel you on that one, but man. Like, you're a huge ass guy. Like you say, you put a pace on guys, man. Like, pretty crazy. Your fight against De La Rocha, even your Contender Series fight, you almost killed that dude in the beginning. You pretty much killed him like all of the 4 minutes it lasted, let me say. But still, you put a pace on guys. You put volume. There's not much heavyweights, I feel, that put volume on guys like you can do in the beginning of the fight. And you can wrestle, and your ground and pound is, like, horrible, man. Like... It must be horrible to feel that shit, man. So yeah. I think we're in for like a great fight because you'll be fighting like a great opponent for that fight, man. I just wanted to know before we get into that fight, how does it feel to be matched up against like such a guy? Because you must feel like the UFC kind of has you in high regard since they like straight up put you in your second fight like into a big matchup against another guy that's kind of on the radar. It feels good. Honestly, I looked at it as soon as they actually accepted the fight before I even knew who it was I'm fighting. They sent me a contract. I just signed it and go. But once my coaches looked at his film and all of his stuff, all of his accolades, his record, it's a great fight for me. It'll be great for, once I win this fight, it'll be good for my career. It's the best move for my career, best fight for my career at this moment. So, of course we're going to take it, going to his home crowd. By the end of it, I feel like, they'll be my fans, not his. So that's what we're going for. Yeah, and you got the advantage. That guy's like from Western Canada. You'll be really going into Eastern Canada, which is like as large as the US. So if it's like a guy from like Cali was coming to fight in New York, it's like not the same kind of people, not the same kind of culture. So man, it's sure that people are gonna root for the guy that's gonna be yelled as a Canadian by Bruce Buffer. But in the end of the fight, man, and heavyweights is like all another ball game. I know if you feel like the same way as I, but man, people just want to see you guys throw down. They want to see crazy stuff, and the guy who puts on the most crazy stuff usually is the guy who gets cheered on in the end. Awesome.
That's good to know. Yeah, man, and I can even put you on to some name, man, if you want to start your scouting. We got like a terrifying heavyweight around here. That's the guy's 2-0, but I think he's already got a call from the UFC, just not done with his contract. He's a guy from France. You're probably gonna cross path with him soon, so I'm gonna tell you right now. His name is Cyril, Cyryl Gane, Gane. Take a look at this guy and just like have him on your radar, because when he comes into the UFC, he's gonna want to fight exciting fights, and you're a real exciting fighter, as we've seen. So I think that's a guy that's a matchup that can soon come to fruition, and you'll have the Canadian Canadian fans behind you, and that guy just like wrecked one of our Canadian favorites. So we may be looking for a guy to cheer on to maybe beat that guy someday. Awesome. Yeah, so now let's just talk about your first fight against Chris De La Rocha. It was like a real good fight. I just want to know, like in retrospect, how do you see that fight, and how do you see that fight like playing out for the rest of your career? Because it's kind of been the first time you went on to the deeper rounds, and you had kind of some adversity, kind of a guy who could like bring it back to you, even if didn't do much damage in that fight. Just having that fight go on longer than other fights, how did this help for you? It helped me a lot because that's my UFC debut. It's like your first day at a new job. I was a little nervous going into it. In the first round, towards the end of the first round, I thought they were going to call the finish. They didn't. The second round, I kind of had to slow it down a little bit because I didn't have my contacts in. I couldn't really see them, so I didn't want to walk into something stupid, and I had the adrenaline dump also. So, I felt like I was moving in quicksand, and my body just wasn't really responding, so I had to change my game plan mid-fight. And then in the third round, it kind of came back to me, so I told myself as soon as I landed one, I was going to, go in for the kill. And that's what I did. So it was adversity for the first time, but it wasn't super challenging for me in any way. I'm glad that, people saw that, I will keep a pace up the entire round. I think going into the third round, he had already absorbed 100 strikes to the head. So. Yeah, man, that was ridiculous. I just looked at that like an hour ago because we've got so many UFC fights that I remember you fought, but man, how can I remember what happened? So I just looked at back, and damn, you put a hurting on that guy, man. You landed like by the end of the first round, he was all bloodied up and he was trying to leg lock your ass. Why does everybody trying to leg lock you? I think it's because I'm not marketed as a grappler. Technically, I'm still a white belt in jiu-jitsu, so guys will think that I haven't been exposed to that. Everyone always thinks that leg locks would be my weakness. My training partners always try and throw them. When I go to World Jiu-Jitsu, people try to throw them. They don't realize how strong I am, really. And, I was a Division I wrestler, so I'm going to be able to scramble. I'm going to be able to move. Even if something hurts, I'm usually able to fight through it. So I'm not worried about that. And, if you're trying to leg lock me, there's nothing protecting your head. I'm just going to hit you in the head multiple times. Yeah, I think guys may have seen it. Like your Contender Series fight and your first UFC fight, both guys tried to did it and they ate huge ass shots for it. So I guess maybe not quite of a plan, but who knows? Maybe they'll try it again in the coming fights. But for that fight in Ottawa, like, what do you expect? Do you expect a grappling match, mostly a wrestling match? Because that guy he's gonna try to wrestle you some way, huh? It's not really a good game plan for him. If it goes to a wrestling match, I'm going to win. Honestly, I see me winning this fight no matter where it goes. I'm just better than him everywhere. People will try and say that he was an Olympian, but he wasn't. He was an Olympic alternate. And I don't know about you, but I can't name the last Olympic medalist in wrestling from Canada ever. So, I feel like there's 5 true heavyweights in Canada. It's not that hard to place top 3, and, he wrestled in collegiately at NAIA, which isn't even Division II over here. So I'm not super concerned about his wrestling. I know that as long as, my wrestling is at the level that it's always at, he's not going to stand a chance there. So honestly, I see him coming out trying to wear me down, try and slow me down.
And even so, if he tries to slow me down, that just means I'll maintain my power even longer. So I just don't see this fight ending well for him. I see him taking a lot of damage and he coming out on top. The ref stopping the fight, as always. Yeah, because size must matter too in that fight. Because he's a big guy too, but not as big as you, not as tall as you, not as big as a frame as you. I feel, because he's like he's kind of on the fat end of things. Like if you look at like he's got more of a DC shape than a One Adams shape. That's what I'm trying to say. I'm not trying to say he's DC or anything, but I know they train together and stuff. But still, man, he's not quite on the same as frame as you, and I feel I kind of got the same feeling as you got, because we seen you can wrestle. We know your pedigree in wrestling, and man, you're freaking huge. And sometimes in grappling, size really does matter. Because when I roll with bigger guys in my gym, I may be like a blue belt, but fuck, man, if I got a 300-pound white belt on top of me, I can try to leg lock his ass too, but probably won't work. Right, exactly. So, man, that's cool to know. The other thing I wanted to know, I know you're from the H-Town, and I know people from the H-Town, they make good music and they listen to good music. So I wanted to know if you're a music fan, and if you are, what are you listening to, man? It's weird. I like music, but I'm not really a true fan. I'm one of those dudes, like, if I hear a song that I like, I pull out Shazam, I download it. So I really do like the pop, feel good music most of the time. So I listen to a lot of like Kesha and stuff like that. A lot of my friends are really into the music scene. I like early, like mid to late 90s to early 2000s rap and hip hop a lot. I really listen to that. A lot of R&B from that same time frame. But most modern stuff I don't really know super well. It's all really catchy to me. So if I hear it, I'll dance along to it. I think it's cool. I coach at a high school, so they listen to a lot of that stuff. But I couldn't tell you the artist name. I'm just like, oh yeah, that sounds good. I like this one. Yeah, you're probably listening to it all, a little pump and little this and little that and little something. So yeah, that's what they listen to. I'm a huge fan of like John Legend. I like his music a lot. I really liked. I used to like R. Kelly before all that stuff. I can't really cut my music selection off right there. Yeah. But no, there's a lot of him on there. I like Nelly. Nelly was real popular on my playlist. Like early 2000s, Kanye, Drake, I listen to a lot. And let's see who else. Oh, I got a lot of Charlie Wilson, New Edition, Michael Jackson is huge. Usher, huge fan of Usher. So that's the type of stuff that's on my playlist. Oh man, that's cool, because we're kind of used to everybody listening to rap music these days. So when somebody like is not that much into rap, it's kind of different. So that's cool. We like difference. And if when you're not fighting, like when you're not like in training camp and doing stuff, what are you up to, man? What are like your passions, your other stuff that you like to do in life other than like punching people in the face? Yeah, I read a lot of sci-fi, fantasy books. I watch anime. I really like anime, and I watch stuff on Netflix, comic-based things. I watch a lot of that on Netflix. Love movies, so I go to movies a lot. I shoot hoops a lot, just to pass time sometimes. And I go to another thing I do. I go to a lot of like animal shelters and stuff, and there's an exotic pet store here I go to a lot, and I just play with the animals there. I had a pet caiman actually, but it was a baby and it didn't make it through the winter. So after that, I get another one. But so yeah, I like animals. I go to the zoo a lot, aquariums, things like that. Yeah, for sure. I like animals. So I've seen on your Facebook you share stuff with dogs and stuff, and I really like dogs, man. I'm really like huge fan of dogs. Every time I do interviews and stuff with fighters, and I go to their place, sometimes we do like face-to-face podcasts, and when there's dogs, man, I just can't interview people. I'm just playing with dogs, and I just get disconnected from people. I deliver food as my side job, because I need fucking money, man. And the first reason
I chose that side job, except for the fact that it's easy and I don't have to worry about it when I'm off shift. Is that I get to go to people's house and play with their dogs and see their dogs, man. And I remember places where their dogs. So when they call back, I try to make sure that I can go there and play with the dogs, man. That's the only reason I do it for, man. That's awesome. Yeah, I also seen you got a pretty strong meme game, my friend, man. Oh yeah. I mean, between training sessions, I'm just walking on my phone, and then I'll see a meme, I'll share it. That's really more of my friends have really good meme games. I just kind of copy them. They're pretty funny. Yeah, that's cool, man. Keep it going. I like it, man. Memes are... I won't say they're life because it's pretty stupid sometimes, but shit, man. When you got nothing to do, and there's funny ones, man. I don't know if we kind of got the same trends going on here and in Houston, but we got, like, the new, like, Winnie the Pooh one is hilarious. And... Yeah. There were like math memes that were coming out like a lot recently, and I found it funny because I did my calculus in the university and stuff, so I kind of find it funny that people are now even doing memes with like derivatives and shit, so we kind of had a trend at that, and always, are you into MMA memes too? Because there's pretty good page, man, who clown people pretty good. Yeah, I do a lot of MMA memes, but my problem is I kind of stopped looking at them because I don't want to end up on one of them. So yeah, maybe it would be a good thing too. How many people just got famous or got like a #1 song or got things from memes? Like even Elon Musk, man, he's as famous as ever, and because he's the most memeable guy. So maybe if you become a meme, you'll get on and you'll become like one of the most famous heavyweight guys. Maybe that's what I need to do to get on the main card. Yeah, no, or even that's what make you cross into the mainstream. You know, these memes sometimes they just like go so wild though. So if you find yourself in a funny meme or something, maybe that'll just what makes you from like a popular UFC heavyweight to a popular heavyweight. Like the Black Beast, man, like that guy is like literally the king of that shit. Like social media, interview, meme. And I think that's how he got on, man. His balls were out. That's the meme, like. Yeah. So that may just be the way, but I'm pretty sure you can do it with your fist too, man. You're pretty talented. Yeah. You're a pretty talented guy, man. And shit, I thank you for taking the time to speak with us, and I look forward to that fight in Ottawa. I'll be there, so maybe we'll see each other there. And have a good one, man. Thank you very much. Thanks, man. No problem. Have a good one. Yeah, bye. Bye. Voilà, c'était le podcast cette semaine. Un gros merci à Charles Jourdain pour le temps qu'il nous a donné. Ça a été super plaisant, toujours de très bonnes discussions avec lui et de très bons points à amener sur plein de sujets. Un gros merci à toi, Charles, et la meilleure des chances pour ton combat contre Jesse que j'ai tellement hâte de voir. Là, je commence à capoter ben raide avec ça. Aussi, un gros merci à Juan Adams. Thank you very much, Juan. That was such a good time. Et puis, je suis très content de l'avoir reçu. J'ai hâte de voir son combat à Ottawa. Je pense que lui contre Arjan Boulard, ça va nécessairement être des fireworks parce que tout le monde s'attend à ce qu'Arjan arrive là puis lutte. Mais comme il nous a dit, lui aussi est un Division 1 All-American Wrestler qui est pas mal convaincu que ses credentials en lutte sont plus impressionnants que ceux d'Arjan Boulard. Donc... qui va être le meilleur lutteur? Est-ce que Adams va réussir à garder ça debout et à faire du dommage sur Arjan, ou Arjan va nous montrer un meilleur stand-up dans ce combat-là? Je le sais pas c'est quoi ce qui va arriver, puis c'est pour ça que j'ai hâte à ce combat-là. Donc un gros merci à Juan Adams. Et puis pour ce qui est de ma part, je vous suggère de suivre MMA Talk tout partout sur le territoire, que ce soit sur Facebook à MMA Talk, sur YouTube MMA Talk, sur Instagram The MMA Talk et sur Twitter _MMA Talk. Donc c'est ça, suivez-moi si ça vous tente. Partagez le podcast avec vos amis, c'est l'épisode à Jourdain, tout le monde a envie de voir ça. C'est important qu'on partage ça au max puis que le plus de gens possible soient au courant que ce gros combat-là va avoir lieu. Donc c'est le podcast cette semaine, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit la semaine prochaine.